Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Effectivement, moi je vais vous parler d'une épigénétique qui est un peu particulière peut-être, en tout cas sans doute méconnue par beaucoup d'entre vous. Une épigénétique que l'on appelle transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va la trouver passer de génération en génération. La grande question, c'est pendant combien de générations, à quelle fréquence et quelle importance éventuellement ce type de transmission peut avoir dans ce qu'on appelle la variation phénotypique héritable, le fait que vous prenez différents individus dans cette pièce et vous savez tous que nous différons bien sûr par tout un ensemble de caractères dont une grande partie vient de différences que nous ont transmises nos propres parents sous la forme de variations de la séquence de l'ADN. La question c'est est-ce que toutes ces variations que l'on voit héritables, transmises des parents aux enfants et ceux sur plusieurs générations, sont effectivement complètement portés par la séquence de l'ADN, ou trouve-t-on aussi une part de cette hérédité des caractères qui pourrait être portée par non pas des changements de la séquence des nucléotides, mais par des changements d'état de la chromatine. La chromatine étant bien sûr le substrat sur lequel l'ADN travaille dans le noyau de nos cellules. Alors, le titre est un peu provocateur. Est-ce qu'on a affaire effectivement à une bizarrerie de l'histoire ou une source importante de variations phénotypiques héritables? C'est toute la question. Et mon équipe s'attache à essayer de répondre de manière assez systématique à cette question par des approches expérimentales. Mais peut-être avant, je voudrais juste vous illustrer sur deux exemples. Qu'est-ce que l'on entend par épimutation, épigénétique transgénérationnelle? Vous avez ici deux mutations classiques qui avaient été décrites pour la première par Linné il y a bien longtemps, donc il y a plus de 250 ans maintenant, qu'il appelle pélorique pour dire monstre. Et vous voyez que dans la fleur pélorique, on a une symétrie qui est totalement différente de la fleur sauvage de la linaire vulgaire, Linaria vulgaris. Cette symétrie est une symétrie radiale, alors que dans la fleur sauvage, on a une symétrie bilatérale. Et pendant très longtemps, on a pensé que pélorique était une simple mutation récessive transmise selon les lois de Mendel de génération en génération et qu'il y avait juste à cloner le gène responsable pour identifier la mutation de la séquence de l'ADN responsable du phénotype pélorique par rapport à la séquence sauvage, à la fonction sauvage. Et donc les personnes qui se sont attelées à cette tâche de décrire le mutant pélorique en termes moléculaires ont eu la surprise de voir que le gène responsable, ils peuvent savoir que c'est ce gène-là parce que par des études de génétique, on est capable de montrer que c'est simplement à ce locus que se trouve l'altération, qui est responsable du phénotype pélorique, du phénotype monstre. Eh bien, la séquence du gène, qui s'appelle cycloïdia, est identique chez le sauvage et chez le mutant. On a la même séquence d'ADN et pourtant, dans un cas, on est sauvage et dans l'autre cas, on est mutant. Et cette mutation récessive est transmise de génération en génération, comme toutes les mutations classiques que l'on a apprises lors de nos cours de sciences de la nature et de la vie. Donc il fallait chercher au-delà de l'ADN pour trouver l'explication moléculaire à cette mutation phénotypique, pélorique, et la réponse est venue d'une étude de modification particulière de la séquence de l'ADN qu'on appelle la méthylation. Je pense que ça a déjà été introduit à plusieurs reprises pendant les cours que vous avez suivi assidûment pendant ces 3 dernières semaines. Donc, il suffit de dire simplement ici que le gène cycloïdia dans le mutant pélorique est hyperméthylé. Beaucoup de ces cytosines sont décorées avec ce groupement méthyle qui est ajouté par une activité enzymatique de méthyltransférase de l'ADN. Et cette hyperméthylation du locus coïncide, en fait même on pense qu'elle cause l'extinction de l'expression du gène. C'est une marque répressive de l'expression du gène ici. Donc dans le mutant pélorique, on a bien cette même séquence d'ADN, sauf qu'elle est légèrement modifiée par ajout d'un groupe méthyle sur certaines des cytosines. Alors sachez aussi que je parlais beaucoup de méthylation d'ADN, mais il faut concevoir la méthylation d'ADN comme l'une des modifications possibles de la chromatine ou des états chromatiniens dans le noyau des cellules. L'ADN, il n'est pas nu, il est bien sûr associé à ces fameux histones dans ce qu'on appelle les nucléosomes. C'est l'ensemble des modifications qui touchent aussi bien l'ADN que les histones qui sont responsables des différents états chromatiniens associés à l'activité ou à la répression de l'expression génique. Donc voilà cette longue introduction pour vous dire que
à la surprise de tout le monde, pélorique, mutant classique récessif, eh bien non, n'est pas lié à une mutation de la séquence de l'ADN, mais simplement une modification de certaines de ces résidus. On retrouve la même histoire plus récemment avec un mutant, cette fois-ci important, chez la tomate, puisqu'il contrôle la maturation du fruit. Et vous voyez qu'on a à peu près la même histoire que pour pélorique, à savoir que le gène responsable de la mutation, muté pardon, dans cette plante, qui s'appelle colorless non-ripening, eh bien ce gène a exactement la même séquence que l'allèle sauvage. Les deux allèles donc, ne diffèrent pas par leur séquence, mais diffèrent uniquement par l'état de méthylation et l'état d'expression du gène. Et donc cette méthylation, cette répression transcriptionnelle sont transmises de manière stable de génération en génération. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de données moléculaires sur le locus, et j'ai fait exprès de vous indiquer donc ce que l'on sait par rapport au locus pélorique, qui est beaucoup plus qui est beaucoup moins étudié. Ici, nous savons qu'en amont du gène qui est affecté, dont l'expression est affectée dans le mutant CNR par rapport au sauvage, se trouve une séquence répétée. Cette séquence répétée, alors là il y a une erreur, j'avais corrigé ça tout à l'heure, mais je vois que les erreurs veulent rester, même quand on cherche à les effacer, c'est de l'épigénétique. Ici, en fait, cet élément transposable, cette séquence répétée, est méthylée aussi bien chez le sauvage que chez le mutant. En revanche, il semble que cette séquence répétée joue un rôle dans la propension à cette partie qu'on appelle le promoteur du gène, à se méthyler lui-même. Donc le fait d'avoir une séquence répétée va rendre ce locus effectivement propice aux épimutations. C'est comme ça que l'on appelle ces changements d'état chromatinien transmissibles au travers des générations et pour les distinguer des mutations classiques de la séquence de l'ADN. Alors là où maintenant je voudrais vous illustrer aussi une propriété très importante des épimutations, c'est que très souvent elles sont métastables. On va trouver par exemple sur une plante que l'on va définir comme étant pélorique et qui va transmettre le caractère pélorique à sa descendance, des branches néanmoins dans lesquelles les fleurs vont être partiellement péloriques, voire sauvages, c'est-à-dire qu'on a des réversions spontanées somatiques sur une partie de la plante. On retrouve exactement la même propriété pour le mutant CNR. Vous voyez ici deux secteurs somatiques sur la surface du fruit dans lequel on a une réversion du phénotype vers le phénotype sauvage. Et là, on touche au cœur même de l'épigénétique, à savoir que vous avez bien sûr maintenant en tête que l'épigénétique, c'est un mécanisme clé de régulation lors du développement des organismes, en particulier chez le mammifère, et que dans ce mécanisme, on doit absolument avoir la notion d'effacement à chaque génération pour pouvoir redémarrer à chaque fécondation avec une ardoise propre et rétablir un programme épigénétique de génération en génération. Donc là, il faut imaginer que ces altérations, maintenant qui sont transmises d'une génération à l'autre, résultent sans doute de défauts d'effacement de ces contrôles épigénétiques qui ont lieu normalement dans le cours du développement des plantes ou des organismes. Alors ici, je suis allé peut-être un peu loin, on n'est absolument pas convaincu que cette méthylation ne joue jamais un rôle dans la régulation de l'expression du gène au cours du développement de ces plantes. Il n'empêche que ce qui est important à noter ici, c'est ce caractère métastable, voire légèrement instable, des épimutations qui les rapportent, ou qui les rapprochent d'une certaine manière, d'une certaine façon, au caractère hautement réversible des programmes épigénétiques au cours du développement. Donc la seule différence ici, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a acquis cette méthylation de l'ADN, eh bien, on tend à la transmettre pratiquement de manière mendélienne au travers des générations, aux quelques accidents près que je viens de vous décrire. Alors tout ça est abondamment décrit chez les plantes. Quand je dis abondamment, en fait, c'est un peu faux parce qu'on n'a pas plus qu'une dizaine d'exemples naturels d'épimutations décrits chez les plantes. Alors pourquoi on en a si peu? La première raison, c'est sans doute qu'on ne les a pas cherchés. Et qu'il est beaucoup plus facile, bien sûr, d'aller identifier des différences de séquences nucléotidiques que des différences d'état chromatinien. Les technologies n'étaient pas au point il y a encore une dizaine d'années pour aller systématiquement rechercher les épimutations. Donc, pour l'instant, la question de la prépondérance de ce type de variation par rapport aux variations nucléotidiques reste complètement entière. Il n'empêche, ce n'est pas que chez les plantes que l'on peut décrire comme ça des exemples d'épimutations, on les trouve aussi chez les mammifères. Vous avez aussi sans doute entendu déjà parler de deux mutations décrites chez la souris, une transmise par le mâle, alors c'est donc un petit peu compliqué, l'autre transmise par la femelle, et dans les deux cas,
qu'on considère l'allèle mutant ou l'allèle sauvage, on a exactement la même séquence d'ADN. La différence, à nouveau, tient à des différences d'état de méthylation et d'expression du gène transmis plus ou moins stablement de génération en génération au travers de la lignée soit mâle, soit de la lignée femelle. Et à nouveau ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'on va trouver le plus souvent des séquences répétées qui sont en fait les cibles primaires de la méthylation de l'ADN et de tout un ensemble de contrôles épigénétiques stables au travers du développement. On va retrouver ces séquences répétées associées à l'épimutabilité de ces locus. Alors, pour peut-être encore vous convaincre un peu plus qu'il est important de s'intéresser aux épimutations, vous savez peut-être que maintenant, depuis une dizaine d'années, nous disposons de la séquence du génome humain, et donc il est possible à partir de cette séquence d'aller cataloguer l'ensemble des variations nucléotidiques qui peuvent exister entre individus, et chercher à identifier, à associer ces variations nucléotidiques que l'on va trouver entre individus à des variations génétiques que l'on connaît, que l'on a documentées entre ces mêmes individus. Donc ça s'appelle la génétique d'association, et lorsque le génome humain était séquencé, l'un des grands espoirs effectivement de ce séquençage était de pouvoir aller identifier derrière tout un ensemble de maladies à déterminisme génétique complexe associés a priori, des variations nucléotidiques le long du génome entre individus sains et individus malades par exemple. Alors là, je vais vous donner un exemple très classique. Avant de se faire la main avant de s'exercer à identifier l'origine nucléotidique de maladies complexes, on est parti sur un trait de caractère qui est très héritable chez l'homme, qui est la taille des individus. On diffère tous, bien sûr, par notre taille. Et bien, sachez que 80% des différences que l'on a, si l'on prend deux individus ici, des différences de taille, 80% de ces différences sont liées aux gènes que nous ont transmis nos parents, aux variations donc, nucléotidiques qui peuvent exister a priori entre vous et moi ou d'autres personnes dans cette salle. Ça, c'est le dogme, c'est-à-dire c'est ce que la génétique nous a appris. Donc maintenant, c'est très simple, il suffit d'aller prendre les variations nucléotidiques entre individus de grande taille et ceux de petite taille, en s'affranchissant de tout un ensemble de biais techniques qui sont très importants et méthodologiques encore plus, et d'aller associer les différences de taille entre individus à ces différences de nucléotides. Quand on fait ce travail de manière exhaustive, en dépensant près de 30 à 40 millions de dollars, en regardant plus d'1 million de polymorphismes nucléotidiques distribués le long du génome, et en étudiant près de 40 000 individus, on explique 5% des 80% d'héritabilité. Donc ça fait cher du pourcentage d'héritabilité. Autrement dit, tous les modèles de génétique classique qui avaient été établis pour rendre compte de ces différences héritables entre individus, qui sont absolument manifestes, hein, c'est sans conteste aucun. Eh bien, ces calculs ont failli quand il s'agit de pouvoir identifier les nucléotides responsables. Pourquoi? Parce que, bien, il n'y a pas que la variation nucléotide par nucléotide à considérer quand on prend des variations de la séquence de l'ADN. On sait qu'on diffère d'un individu à l'autre aussi par le nombre de copies que l'on peut avoir d'un gène donné, par exemple. 3 copies au lieu de 2. Eh bien ça, vous savez bien sûr, vous avez l'exemple de la trisomie 21, d'avoir 3 doses au lieu de 2, c'est pas bon. C'est pas bon quand on est bien sûr un chromosome entier, le chromosome 21, mais ça peut être aussi, ça peut avoir des effets phénotypiques tout à fait subtils quand ça ne concerne qu'un seul gène. Bien sûr, les différences de copies, du nombre de copies, ne sont pas détectées par toutes ces méthodes qui cherchent à aller identifier des variations nucléotidiques. Là, on cherche une variation du nombre de copies de gènes. D'autres biais ou d'autres raisons pour expliquer cet échec d'association entre variations héritables et variations nucléotidiques tiennent au fait que quand on prend en compte la variation nucléotidique, on s'affranchit le plus souvent, on ne considère que les variations les plus fréquentes, celles qui sont présentes à 2, 3, 4% de la population. Et donc, il se peut tout à fait que des variations héritables entre individus soient pour une grande partie déterminées par ce que l'on appelle des variations rares, des allèles rares, des mutations rares, à fort effet. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a effectivement un variant ou une collection de variants nucléotidiques tout à fait singuliers qui ont des effets majeurs sur notre taille. Et bien sûr, quand on cherche à faire une collection de ces variants, on ne va pas les trouver puisqu'ils ne passent pas le seuil du pourcentage de 2 ou 3% qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir faire des études de génétique d'association. Voilà, c'est un ensemble ici
d'explications que les généticiens des populations ont proposées, il y en a une qu'ils ont proposée avec beaucoup de réticence, c'est éventuellement une variation d'ordre épigénétique, c'est-à-dire non associée ou non inscrite dans la séquence de l'ADN. Voilà, donc ici, vous avez peut-être comme perspective à imaginer, à la fin de ce séminaire, la possibilité que les variations héritables entre individus ne sont pas toutes, a priori, associées à des variations de la séquence des nucléotides, mais pourraient bien, pour une part non négligeable, être associées à des variations d'état chromatinien, comme ceux que j'ai pu illustrer ici avec CNR et pylorique. Donc les types de questions auxquelles on doit absolument répondre si on veut prendre en compte cette variation dans la variation phénotypique héritable, c'est dans un génome donné, quels sont les locus qui ont ce potentiel d'épimutabilité. Je vous ai déjà indiqué que pour être épimutable, il semble que la proximité de séquences répétées soit importante. Ces séquences répétées sont des éléments transposables qui bougent d'un endroit à l'autre dans le génome. Ça veut dire qu'entre deux individus, a priori, on pourrait avoir aussi des différences, bien sûr, dans le positionnement précis de ces séquences répétées, d'éléments transposables. D'accord ? Et donc, le potentiel d'épimutation va pouvoir varier d'un individu à l'autre selon le positionnement de tel ou tel de chacune de ces insertions. L'autre question, bien sûr, très importante, et j'ai déjà fait allusion à cela tout à l'heure, c'est la stabilité des épimutations. Si elles sont très instables, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à tout de suite revenir vers l'état sauvage non méthylé, par exemple, si on prend l'exemple d'une méthylation acquise et qui va très vite s'effacer au bout d'une ou deux générations, on n'aura pas dit grand-chose sur la transmission à long terme de phénotypes associés, puisque très vite, tout ça sera perdu. Et enfin, pour faire le lien avec le cours que vous venez d'entendre, quelle pourrait être la part de l'environnement dans l'émergence de ces épimutations? On sait que la chromatine est extrêmement sensible à l'environnement. Vous avez vu l'exemple de la vernalisation chez les plantes, qui est un déterminisme absolu. L'environnement va dicter un programme de développement. Il fait froid, on va éteindre la fonction d'un gène, et cette extinction, on va la mémoriser tout au long ensuite de la vie de la plante pour permettre la floraison. Donc le lien entre environnement et fonctionnement intime des gènes au sein du noyau est parfaitement établi au travers, par exemple, à travers l'exemple de la vernalisation. Donc c'est clair qu'a priori, l'environnement doit jouer un rôle dans l'apparition, dans l'émergence ou dans l'effacement d'ailleurs des épimutations. Alors si on veut répondre à la question de la contribution des épimutations à la variation phénotypique héritable, c'est très compliqué. Si on part d'une population expérimentale, alors là, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire des approches génétiques pour essayer de répondre à la question. Et je voudrais juste ici illustrer le fait que si vous partez de deux parents, ici, qui diffèrent à la fois par leur séquence ADN, vous avez ici des barres gris foncé contre gris clair pour indiquer des variations de la séquence de l'ADN, et par leur état chromatinien, la méthylation de l'ADN par exemple, les triangles verts contre les triangles rouges. J'ai ici illustré trois locus où les parents diffèrent, à la fois dans leur état de séquence et dans leur état chromatinien, au locus L1, la même chose au locus L2, et au locus L3 uniquement par leur état chromatinien. À partir de ces deux parents qui ont des phénotypes contrastés, on développe ce qu'on appelle des populations de cartographie. Donc, on croise ces deux parents et puis ensuite on fait des autofécondations successives jusqu'à aboutir, après 8 ou 9 générations, à la fixation en chaque point du génome de l'un ou l'autre des deux états parentaux. Et bien sûr, qui ont pu recombiner entre eux, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à s'attendre à avoir L1, L2 et L3 dans le même état chez tous les individus, puisque maintenant on peut recombiner entre L1 et L2 et entre L2 et L3. Et bien, quand on fait ce travail et qu'on cherche ensuite à associer des variations phénotypiques, le plus souvent des variations quantitatives, aux différences de nucléotides, voire aux différences de chromatine entre individus, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Au locus L1, c'est très simple. Dès qu'on a un ADN gris clair, donc une séquence d'ADN donnée, on a tendance à avoir des phénotypes clairs. Mais on voit aussi qu'au locus L1, quand on a une chromatine rouge, j'ai pris cet exemple au hasard, ça n'a aucun sens, c'est juste imagé, eh bien on voit aussi que l'on a ce phénotype clair. À l'inverse, bien sûr, quand on est avec une séquence d'ADN gris foncé et une chromatine de couleur verte, eh bien, on a tendance à avoir des phénotypes qui sont plus foncés. Donc on va dire que
la séquence de l'ADN et ou l'état chromatinien sont a priori associés aux différences phénotypiques que l'on observe entre individus. Ce sont des différences héritables ici. Donc là, on n'est pas capable de faire la part des choses entre ce qui pourrait être causé par la variation nucléotidique ou ce qui pourrait être causé par la variation chromatinienne, puisque les deux co-ségrègent. Au locus L2, c'est plus simple. On avait au début des différences de nucléotides et des différences chromatiniennes. Maintenant, on n'a plus que des différences de nucléotides. Toute la chromatine est rouge. Ça veut dire que l'état vert était instable, il s'est effacé au cours des générations. Donc lui, manifestement, au locus L2, ne peut absolument pas rendre compte des variations phénotypiques héritables entre individus. Alors quand on arrive au locus L3, c'est un peu plus intéressant. On n'avait pas de variation nucléotidique à ce locus, on n'avait que de la variation chromatinienne. Et vous voyez qu'à nouveau, quand on est rouge à ce locus, en chromatine, on tente à avoir des phénotypes clairs. Quand on est vert, on tend à avoir des phénotypes foncés. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas du 1 pour 1, mais c'est associé statistiquement à ces différences phénotypiques. Donc au locus L3, on peut conclure avec une confiance raisonnable que l'état chromatinien, les différents états chromatiniens, d'abord sont transmissibles, puisqu'on les retrouve bien sûr ségrégeant comme prédit par les lois de Mendel, mais qu'en plus, ils sont a priori associés aux différences phénotypiques héritables que l'on a pu mesurer entre ces individus. Donc au locus L3, on a bien une contribution chromatinienne à la variation phénotypique héritable. J'espère que c'est clair pour vous tous. Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué quand même. Et que le plus simple, ce serait quand même de pouvoir s'affranchir de cette fameuse variation nucléotidique, puisque ce qui nous intéresse, c'est simplement de poser la question, est-ce que la chromatine par elle-même pourrait, via le jeu des changements héritables qu'elle pourrait subir, conduire à des changements héritables de phénotype sans qu'on ait besoin de changer la séquence même de l'ADN. Donc l'idéal, évidemment, c'est de ne pas avoir de gris foncé contre gris clair, mais tout le monde gris clair, et uniquement avoir du vert et du rouge, et s'amuser avec ça. Eh bien ça, on peut le faire. On peut le faire chez la plante Arabidopsis thaliana, qui est donc notre modèle d'étude. Pourquoi peut-on le faire chez cette plante? Parce qu'on dispose de toute une collection de mutants qui altèrent profondément les profils de méthylation de l'ADN et qui restent viables et fertiles. Donc on peut faire de la génétique à partir de ces mutants dans lesquels on a maintenant drastiquement changé le paysage chromatinien, le paysage épigénétique, le paysage de méthylation. L'autre avantage, et si on s'intéresse à l'épigénétique, c'est bien sûr d'être toujours capable de faire la part des choses entre variation nucléotidique et variation chromatinienne. Arabidopsis a l'avantage d'avoir un tout petit génome, 120 mégabases, 1/30e du génome humain, l'un des premiers à avoir été séquencé. Donc là, on peut pratiquement suivre nucléotide par nucléotide et être sûr qu'il n'y a pas eu de changement de la séquence des nucléotides. Et pouvoir, du coup, déterminer nos variations héritables en lien exclusivement avec les variations chromatiniennes si elles ont lieu. Donc voilà la justification de ce modèle expérimental. Alors, je ne vais pas vous embêter avec je m'aperçois que je prends beaucoup de temps pour vous introduire le sujet. Je ne vais pas vous embêter avec la technicalité de la méthylation de l'ADN chez Arabidopsis. Sachez que par définition, ça méthyle son ADN comme d'autres plantes le font et comme les mammifères le font. Vous savez qu'une partie de nos séquences en amont de nos gènes sont méthylées et que cette méthylation joue un rôle clé dans le contrôle de l'expression génique, notamment dans l'empreinte parentale ou l'inactivation du chromosome X. Donc, on a la même chose chez les plantes. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est fastidieux. On va juste focaliser sur une chose, sur le fait qu'il y a tout un ensemble, toute une machinerie extrêmement complexe qui vient à la fois apposer des profils de méthylation de l'ADN, apposer la méthylation sur des résidus particuliers à la séquence de l'ADN, et qui va ensuite maintenir ces états de méthylation au travers des divisions cellulaires. Et là, c'est absolument essentiel. C'est la définition même de l'épigénétique. On acquiert un état, ici un état de méthylation particulier, et ensuite il faut le perpétuer au travers des divisions cellulaires sans avoir à constamment réinstruire l'information qui a permis initialement d'établir la méthylation. Donc là, on cherche simplement à maintenir, et donc il y a tout un jeu d'enzymes responsables du maintien des états de méthylation des séquences répétées chez Arabidopsis. Et au cœur de ce système, on a une sorte d'orchestrateur majeur, ou chef d'orchestre majeur, qui s'appelle DDM1 pour Decrease in Demethylation 1. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt que vous sachiez ce que ça veut dire exactement. Il suffit que vous rappeliez que donc, DDM1, c'est un chef d'orchestre responsable du maintien des états de méthylation sur les séquences répétées chez Arabidopsis. Autrement dit, si vous
retirez la fonction DDM1, tout va s'effondrer, vous allez perdre la méthylation de l'ADN. Donc c'est exactement ce qui se passe, et ici je l'illustre sur une vue à l'échelle du génome, sur un seul chromosome, il y a 5 chromosomes chez Arabidopsis, de ce qui se passe. Vous voyez d'abord que, ça c'est une constante chez beaucoup d'organismes d'eucaryotes supérieurs, vous avez les gènes qui sont très abondamment représentés sur les bras des chromosomes. Là, vous avez le chromosome 1 ici, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 5 chromosomes chez Arabidopsis. Vous avez donc une grande abondance de gènes sur les bras chromosomiques et une déplétion en gènes dans les régions péricentromériques. À l'inverse, vous avez une suraccumulation de séquences répétées dans les régions péricentromériques. Je vous ai tout à l'heure dit que les cibles des épimutations sont le plus souvent des séquences répétées. Effectivement, c'est là que l'on va retrouver le plus de méthylation de l'ADN chez le sauvage, dans ces séquences répétées. Maintenant, si vous allez dans le mutant DDM1, vous voyez que l'on a une perte, pas complète, mais une perte importante de méthylation au niveau de ces séquences répétées, qu'on la perd en revanche très peu le long des bras chromosomiques où se trouve la majorité des gènes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette perte de méthylation se traduit aussi par une réactivation transcriptionnelle de tout un ensemble de séquences répétées qui sont normalement silencieux, réprimées dans le génome. Donc ici, vous avez à la fois un changement très important d'état chromatinien, mais aussi, associé à ce changement très important d'état chromatinien, méthylé versus hypométhylé, vous avez une réactivation transcriptionnelle d'un grand nombre de séquences répétées. Donc vous changez le programme d'expression du génome de manière considérable. Alors, on est parti de cette observation-là pour monter un système expérimental très simple, que je vais prendre le temps de vous présenter, où l'un des deux parents est le fameux mutant DDM1, et l'autre parent est une souche sœur sauvage. Donc les deux parents ont a priori la même séquence d'ADN à la mutation DDM1 près, que j'ai indiqué ici par ces barres noires. Alors nous sommes chez un organisme diploïde, chaque chromosome est représenté, ou le génome est représenté en 2 copies, pour indiquer donc le fait que l'on a une contribution maternelle et paternelle. Donc vous avez ici la mutation DDM1 qui va distinguer cette souche de celle-ci. Mais le reste du génome est a priori identique. Donc la seule différence que l'on va voir entre ces deux génomes, ce n'est pas au niveau de la séquence de l'ADN, hein, c'est au niveau chromatinien d'état de méthylation de l'ADN. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, puisque dès qu'on va commencer à déméthyler ces séquences répétées, qu'elles vont commencer à être transcrites de manière intempestive, certaines d'entre elles vont commencer aussi à bouger de position dans le génome. Elles vont transposer. Donc on va aussi, bien sûr, générer, qu'on le veuille ou non, un peu de variation nucléotidique. C'est inévitable, inéluctable, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'on a cherché à faire dans ce schéma expérimental très simple, c'est de maximiser la variation chromatinienne, en l'occurrence les variations d'état de méthylation de l'ADN, et de minimiser les variations nucléotidiques. Alors on part dans ce croisement pour obtenir une descendance F1 que l'on croise en retour sur le parent sauvage, avec une seule fonction ici de ce croisement, qui est d'aller éliminer complètement la mutation DDM1. Dans la descendance de ce croisement, Mendel nous l'a appris, on va récupérer 50% des individus qui n'ont plus la mutation DDM1. Donc tout le monde maintenant, au locus DDM1, porte l'allèle sauvage à l'état homozygote. Donc maintenant, tous ces génomes sont identiques aux rares transpositions près qui ont pu se produire dans le parent DDM1. Donc ici, on a quasiment le même génome, répété en 500 fois, on a fait 500 individus ici, on a isolé 500 individus, et on a, en revanche, si les variations d'état chromatinien induites par DDM1 sont transmises, c'est ce que l'on cherche à tester, on a des états épigénétiques qui doivent être différents d'une lignée à l'autre au sein de cette population. Donc on part de ce matériel, et maintenant par un processus d'autofécondation, on va simplement chercher à homogénéiser la composition épigénétique de chacune des lignées. Donc en faisant des croisements frères-sœurs, ce qu'on appelle une autofécondation chez les plantes, on arrive, après 6 ou 7 générations, à rendre à l'état homozygote tout point du génome. Mais il était déjà homozygote, le génome. Donc ce que l'on va rendre homozygote ici, ce sont les états épigénétiques, méthylés ou non méthylés. D'accord ? On a donc fixé en chaque point du génome un état dérivé de DDM1 ou un état dérivé du parent sauvage, et dans une proportion qui est parfaitement établie. Ça doit être 75% des individus à une position donnée du génome doivent être de type sauvage pour leur état chromatinien, et 25% doivent être du type DDM1.
Alors là aussi, je ne vais peut-être pas rentrer dans les technicalités, je pense que ce n'est pas l'objet. Juste pour vous dire qu'une fois qu'on a ça, bien sûr, ça c'est théorique. On a chamboulé, on a choqué l'épigénome de manière drastique ici. La question que l'on veut poser, c'est combien de ces variations d'état de méthylation sont encore présentes 8 générations plus tard, alors qu'on a retiré le signal inducteur qui était cette fameuse mutation DDM1. DDM1 n'est plus là à partir de maintenant. Là, on est sauvage chez tout le monde. Donc, ce que l'on teste ici, dans ce schéma expérimental, c'est la stabilité des perturbations épigénétiques ou de méthylation côté induites dans le parent DDM1 au travers des générations. C'est vraiment le programme de cette fameuse épigénétique transgénérationnelle. Donc pour ça, eh bien, il faut définir effectivement toutes les régions du génome, d'abord qui diffèrent entre les deux parents dans leur état de méthylation. C'est ce que l'on fait par des expériences qu'on appelle genome-wide, à l'échelle du génome, où on cherche à aller piocher par des anticorps toutes les régions du génome qui sont méthylées à l'aide d'un anticorps dirigé contre la méthylation de l'ADN, et ensuite d'aller identifier comme ça toutes les régions du génome qui sont méthylées chez le sauvage et pas méthylées chez DDM1, donc qui ont perdu leur méthylation chez DDM1. Donc on a fait ce travail, et quand on fait ce travail, d'abord on retrouve effectivement les transitions qu'on attend, c'est-à-dire que la majorité du génome n'est pas méthylé, mais les transitions que l'on voit, c'est bien des pertes de méthylation. Je vais peut-être quand même prendre une minute pour vous dire ce que l'on fait ici, c'est qu'on distingue 3 états de méthylation, des séquences qui ne sont pas du tout méthylées, et c'est la plupart des séquences géniques dans le génome, des séquences qui présentent une méthylation intermédiaire, c'est quelques séquences géniques, et des séquences qui montrent une très forte méthylation chez le sauvage. Ce sont essentiellement les séquences répétées. Et ce que vous voyez, c'est que dans le sauvage, bien sûr, il y a une fraction importante du génome qui est répétée, donc qui est hautement méthylée, mais que cette méthylation est perdue dans le mutant DDM1. Donc on a des transitions d'états fortement méthylés vers des états intermédiaires ou des états non méthylés. Et quand on regarde à quoi correspondent ces transitions, le plus souvent, bien sûr, elles correspondent aux séquences répétées. Ce sont les cibles de la méthylation de l'ADN prépondérantes les cibles prépondérantes de la méthylation de l'ADN chez les plantes. Donc maintenant, on peut poser la question, qu'est-ce qu'il est advenu des différences de méthylation qu'on a pu identifier en comparant sauvage et DDM1? Qu'est-ce qu'il est advenu de ces différences de méthylation 8 générations plus tard? Donc on est vraiment là en train de tester la transmission au travers des générations des états chromatiniens différentiels. Et quand on fait ce travail, on s'aperçoit, et là c'est un petit peu technique, qu'on a d'abord 2 comportements très très distincts. Vous avez ici rassemblé toutes les régions du génome pour lesquelles, entre le parent sauvage et le parent DDM1, on a eu une perte très importante de méthylation, les fameuses transitions MU. Et ce que l'on voit, c'est que pour la majorité de ces régions, elles s'égrègent comme on l'attend, c'est-à-dire que 75% des lignées que l'on va sonder, on a fait ça sur une centaine de lignées, vont montrer le locus dans l'état sauvage. C'est ce que l'on attend du fait de notre croisement F1 et back-cross. Mais on voit tout de suite aussi qu'on a certaines séquences qui manifestement sont que à l'état sauvage dans leur méthylation, 8 générations plus tard. Donc manifestement qui ont réverté vers l'état sauvage. Et là, on a un autre type de transition qui était plus modéré, où des séquences fortement méthylées chez le sauvage ont perdu qu'une partie de leur méthylation dans le mutant DDM1. Et ce que l'on voit ici maintenant, c'est que la majorité de ces séquences vont récupérer leur méthylation dans le mutant à l'issue en sortie de mutant DDM1, vont récupérer leur méthylation pour redevenir méthylées comme elles étaient chez le sauvage. Donc tout de suite, on voit qu'à l'échelle du génome, on a 2 types de comportements. Des séquences dont on peut effectivement altérer de manière stable l'état de méthylation. Ce sont les séquences ici qui ségrègent 75-25%, comme attendu, et les séquences qui, à l'inverse, ont une capacité innée à récupérer leur méthylation à l'état sauvage. Donc on voit tout de suite que quand on s'intéresse maintenant aux épimutations, on va avoir une sorte de continuum d'états entre parfaitement stable et parfaitement réversible. On a des réversions partielles, des réversions complètes qui peuvent se produire selon les séquences que l'on considère. Alors là, il faut que je vienne un peu dans le détail moléculaire. La méthylation des séquences répétées, et ça fait suite à un séminaire que vous avez eu de Ron Martinson la première séance. Les séquences répétées, la méthylation d'ADN sur les séquences répétées est dirigée par des petits ARN. C'est le mécanisme d'interférence ARN qui n'est pas là uniquement pour réguler l'expression génique sous la forme de microRNA qui bloque la traduction des gènes, mais peut aussi remonter sur la chromatine, ces petits ARN, et du coup, avec une spécificité de séquence absolue, peuvent indiquer à cette séquence de l'ADN
qu'elle doit être méthylée. Chez les plantes, ce mécanisme est essentiel. C'est lui qui va cibler précisément les séquences répétées pour leur méthylation. Donc, en d'autres termes, comme chez Pombé, ce que vous avez décrit Romartinson il y a 3 semaines, pour qu'une séquence répétée soit transcriptionnellement inactive, il faut néanmoins qu'elle transcrive un petit peu, pendant sans doute un moment très précis du cycle cellulaire, pour faire des ARN qui vont tout de suite être pris en charge par la machinerie d'interférence aux ARN, pour les couper en petits morceaux de 24 nucléotides. Ces petits ARN de 24 nucléotides sont chargés ensuite par une protéine argonaute qui s'associe à une méthyltransférase de l'ADN pour aller dicter la méthylation de la séquence d'ADN correspondante. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que les différences de stabilité de méthylation entre différentes régions du génome corrèlent parfaitement avec le contenu en petits ARN qu'elles peuvent produire. À savoir que les séquences pour lesquelles on observe une réversion importante de la méthylation vers le sauvage sont celles pour lesquelles on a la plus forte abondance de petits ARN. Ça fait sens. Ces petits ARN ont pour fonction d'aller établir la méthylation de l'ADN. Les séquences qui, chez le sauvage, d'emblée, ont beaucoup de petits ARN, vont pouvoir récupérer leur méthylation après avoir restitué la fonction des DMA, parce que les petits ARN vont pouvoir redicter ou rediriger cette méthylation. Et ça reste vrai, alors même que dans le mutant des DMA, vous voyez qu'on perd quand même beaucoup de petits ARN par rapport à la quantité présente sur ces mêmes séquences chez le sauvage. Il n'empêche que même dans le mutant des DMA, au niveau des séquences qui ont la capacité à récupérer leur méthylation d'ADN, on va retrouver on va retrouver cette population de petits ARN capables d'initier et de rétablir la méthylation d'ADN. Alors tout ça nous amène à un modèle dans lequel, dans le génome, alors c'est vrai chez Arabidopsis, pour les valeurs que j'indique ici, le nombre de séquences concernées, environ 2700 qu'on a pu analyser, mais vous imaginez que c'est vrai pour, a priori, l'ensemble des génomes de plantes, éventuellement pour certains génomes de mammifères aussi. On va distinguer un continuum de situations entre séquences répétées dans le génome, certaines associées à peu ou pas de petits ARN, qui, lorsqu'elles perdent le système de l'orchestrateur principal de la maintenance de méthylation, ne vont plus être capables, même si on rapporte cet orchestrateur plus tard, de récupérer leur méthylation. Donc elles perdent cette méthylation de manière irréversible parce qu'elles n'ont pas intrinsèquement cette capacité à produire des petits ARN en quantité suffisante pour aller diriger la méthylation. A l'inverse, vous avez ici des séquences qui d'ailleurs ont le même taux de méthylation chez le sauvage. Celles-ci sont aussi fortement méthylées. Ce que vous voyez ici, les barres rouges, vertes ou bleues, sont pour 3 types de méthylation, le degré de méthylation qu'on peut observer sur ces séquences. Vous voyez que les profils sont très semblables entre ces séquences ici et celle-ci. La différence, c'est que ces séquences, maintenant, à droite, sont associées, produisent, par des mécanismes qui restent complètement mystérieux encore, une grande abondance de petits ARN. Et ces petits ARN persistent en moindre nombre, peut-être, mais persistent dans le mutant des DM1, ce qui fait que quand on rapporte la fonction sauvage des DM1, ils sont capables de réinitier un cycle de méthylation et de réapposer une méthylation complète sur ces séquences. Donc vous avez ici, peut-être pour la première fois, l'étendue des possibles en termes d'épimutations dans un génome, des séquences répétées, et une fraction d'entre elles seulement pourront être épimutables sur des temps longs, puisque les autres vont récupérer régulièrement des capacités à se méthyler via les petits ARN qu'elles produisent. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu que même pour les séquences qui récupèrent une méthylation sauvage, il faut du temps pour tout ça. Et que ça se fait en escalier sur 4 ou 5 générations. En fait, ce n'est pas une surprise, puisque au moment où nous avons publié ces travaux, ont été aussi décrits tout un ensemble de travaux indiquant que le moment clé où justement cette machinerie d'interférence aux ARN dictant la méthylation de l'ADN, le moment clé où cette machinerie se met en marche, c'est la reproduction. Donc c'est au moment de la reproduction, à chaque cycle de reproduction, qu'effectivement, on va instruire les séquences répétées pour leur méthylation, et ça fait bien sûr sens. Il s'agit ici de maintenir, au travers des générations, les séquences répétées dans un état transcriptionnellement inerte, silencieux, pour éviter que ces séquences répétées ne se voient mobilisées de manière intempestive dans le génome et créent des mutations cette fois-ci, non pas des épimutations. Donc le fait que l'on récupère une méthylation au niveau uniquement des cycles de reproduction fait sens par rapport au fait que c'est à ce moment du cycle de vie que l'interférence ARN est la plus forte dans son instruction de la méthylation de l'ADN.
On ne comprend toujours pas d'ailleurs, mais quand même pourquoi il faut que ce soit progressif d'une génération sur l'autre. Mais c'est une observation intéressante, ça veut quand même dire que même pour des épimutations qui seraient instables ou transitoires, puisque on va la générer une génération, et puis 5 ou 6 générations plus tard, elle sera effacée, eh bien il y a tout un chemin pour revenir à l'état initial. Et dans des stratégies chez les plantes, qui sont des organismes bien sûr incapables de fuite, ce sont des organismes sessiles, on peut imaginer que ça puisse avoir quelques avantages adaptatifs d'être capable, comme ça, de passer d'un état et progressivement revenir à un état initial en plusieurs générations. Alors, maintenant, je voudrais peut-être juste dire que à partir de ces états stables que l'on peut définir tout au long des chromosomes, et ici vous avez pour un chromosome, pour une lignée particulière, toutes les régions que l'on a pu identifier comme ségrégeant de manière stable leur état de méthylation au travers des divisions cellulaires, des générations successives. Eh bien, ce que l'on peut faire après, c'est les aligner le long des chromosomes et s'apercevoir que ça nous permet de maintenant définir des épiaplotypes, c'est-à-dire des régions du chromosome dont on peut être certain qu'ils proviennent du parent d'édéma ou du parent sauvage. Et donc là, à l'aide de marqueurs de méthylation de l'ADN, on a reconstruit des cartes génétiques de la même manière que les généticiens construisent des cartes génétiques à partir des mutations de la séquence de l'ADN. Donc ça, c'est pour vous dire que d'un côté, on peut avoir effectivement des séquences qui seront épimutables que de manière transitoire, mais de l'autre côté, on va pouvoir avoir maintenant des épimutations qui sont stables et qui peuvent servir de marqueurs moléculaires aussi stables que des séquences de l'ADN, que des variations de la séquence de l'ADN. Donc ça, c'est un point très important parce que ça montre qu'effectivement, il y a bien une génétique qui peut être entièrement portée par des variations de type épimutationnel. On n'a pas besoin d'avoir des variations de séquence de l'ADN, a priori, pour avoir une transmission stable de ces intervalles chromosomiques. Alors, ce qui est intéressant, je vais passer là-dessus, parce que sinon on va se perdre. Je voudrais maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire, là, je vous ai décrit le fait, je pense de manière convaincante, le fait que, oui, il est facile, ou il est très facile au sein d'un génome, de créer en un claquement de doigts des milliers d'épimutations potentielles. Le claquement de doigts, c'était le mutant DDM. Et vous avez vu que 8 générations plus tard, on a récupéré encore presque un tiers, on voit encore presque un tiers de nos variations épigénétiques induites initialement, elles sont encore présentes. Donc avec un claquement de doigts, ce fameux mutant DDM1, on est arrivé à créer à l'échelle du génome 900 à 1000, de ce petit génome, 900 à 1000 épimutations potentielles. Donc la question maintenant qui se pose, c'est ces variations stables d'état de méthylation de l'ADN, que l'on a pu donc bien identifier, associées à une pauvreté relative en petits ARN cibles, ces différences de méthylation stable, est-ce qu'elles jouent ou non sur le phénotype? C'est la seule question qui vaille. Donc pour ça, on est passé maintenant à une étude phénotypique de notre population. On a pris les mêmes individus que ceux que nous avons épigénotypés, qu'on a mis en serre, en chambre de culture, voire en champ. On peut faire ce travail-là, puisque aucune de nos lignées n'est issue d'un organisme génétiquement modifié, donc on a le droit d'aller mettre nos individus même dans des champs. Ce qu'on ne s'est pas privé de faire, vous pouvez imaginer. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que, quelles que soient les conditions environnementales que l'on emploie, dans lesquelles on a fait pousser nos plantes, on est arrivé à mettre en évidence une variation héritable, phénotypique. Que ce soit pour le temps à la floraison, donc notre population diffère effectivement dans le temps à la floraison, la hauteur des plantes, la longueur de la racine primaire, juste après la germination. Dans tous ces cas de variation phénotypique continue, quantitative comme on l'appelle, on peut montrer, de la manière que chez l'humain on a pu montrer 80% de la variation entre individus et d'origine génétique, et bien ici, de 30 à 50% de la variation entre lignées et d'origine génétique. Quand je dis d'origine génétique, je n'ai pas dit d'origine ADN. Je veux dire par là, c'est qu'elle est transmissible, héritable au travers des générations. D'accord? Bien sûr, la génétique à laquelle on réfère ici, ce n'est pas une génétique associée aux variations de la séquence des nucléotides. Ce serait une génétique associée aux variations d'état chromatinien. Donc on a bien une variation héritable, phénotypique, dans cette population. Donc la question, c'est peut-on faire maintenant le lien entre les variations héritables
d'état chromatinien, d'état de méthylation, et les variations héritables phénotypiques. Ça, c'est un programme classique en génétique des populations qui cherche à associer donc des variations phénotypiques à des variations moléculaires, en l'occurrence ici des variations d'état de méthylation de l'ADN et non pas des variations de la séquence des nucléotides. Quand on fait ce travail, chaque fois que l'on pourra associer effectivement des différences d'état de méthylation de l'ADN à des différences phénotypiques, alors on aura défini un locus candidat pour lequel une variation d'ordre épigénétique contribue pour partie à la variation héritable. C'est de la génétique quantitative et les fameux QTL, ce sont les Quantitative Trait Loci utilisés par les généticiens quantitatifs pour identifier les locus responsables des variations héritables. Alors quand on fait ce travail, eh bien, effectivement, on tombe bien sur des intervalles le long des chromosomes pour lesquels on trouve des associations significatives entre l'état de méthylation différentiel et des phénotypes différentiels observés. C'est vrai pour la longueur des racines, mesurée en chambre de culture, comme le temps à la floraison, qu'il soit mesuré d'ailleurs en chambre sous serre ou en plein champ. Donc c'est intéressant, ça montre que la variation héritable que l'on a induite en claquant des doigts et en mettant le mutant DDM1, eh bien cette variation héritable phénotypique, elle persiste quel que soit l'environnement. Donc elle est robuste au changement de l'environnement, puisqu'on la mesure aussi bien dans des serres qu'en plein champ. Alors après, c'est très simple, il suffit de se mettre sous l'un de ces pics, donc des régions qui sont statistiquement très fortement associées à des variations phénotypiques, et d'aller trouver les gènes candidats qui pourraient expliquer les différences de phénotypes entre, par exemple, floraison précoce et floraison tardive. Alors évidemment, quand on fait ça, c'est un peu embêtant, même chez Arabidopsis, où le génome n'est pas très grand, nos intervalles sont relativement courts, 4 mégabases, 4 millions de paires de bases, on a quand même 820 gènes à considérer ici. Mais c'est bien, on a 820 gènes, mais on n'a pratiquement pas, a priori, de polymorphisme nucléotidique. On n'a que la méthylation de l'ADN à considérer. Donc quand on prend ces 820 gènes et qu'on regarde combien sont à proximité d'une séquence répétée qui serait différentiellement méthylée de manière stable au travers des générations, il n'en reste plus que 176. Et quand on pose une condition supplémentaire et qu'on demande combien de ces 176 gènes à proximité d'une région différentiellement méthylée sont eux-mêmes différentiellement exprimés entre le mutant DDM1 et le parent sauvage, on tombe à 10. Donc en 10 minutes d'analyse, on est passé de 820 candidats à 10 candidats. Ça, c'est un travail qu'on ne peut absolument pas faire lorsqu'on parle de population naturelle dans laquelle du polymorphisme nucléotidique est pratiquement tous les 100 nucléotides, et donc il y en a des milliers à considérer ici. Là, vous avez vu qu'on n'a qu'a priori 10 candidats à considérer pour pouvoir expliquer notre variation phénotypique associée à ce QTL présent sur le chromosome 1. Alors, ce sont des travaux en cours. Je n'ai pas le résultat à vous donner aujourd'hui, mais sachez qu'on a bon espoir effectivement de trouver parmi ces 10 gènes celui pour lequel une variation d'état épigénétique d'une séquence répétée à proximité est responsable de la variation phénotypique, d'une partie, pas de toute, mais d'une partie de la variation phénotypique héritable, en l'occurrence la longueur des racines ici. Alors, je crois que il faut que je conclue bientôt. Je voulais juste aussi vous dire que bien sûr, tout ça, c'était ce que je vous ai décrit pour l'instant, c'est un système idéal, mais la réalité est un peu plus compliquée puisqu'on sait que les transposons peuvent aussi contribuer à la variation, peuvent apporter par leur mobilisation de la variation nucléotidique. Oui, même si on a cherché à s'affranchir de cette variation nucléotidique, il est impossible de l'éliminer complètement. Donc ce que l'on a fait, c'est pris en compte la possibilité qu'effectivement une partie de la variation héritable des phénotypes qu'on a pu mesurer, une partie de cette variation soit en fait non pas causée par les épimutations que je viens de vous décrire, mais par des variations de la séquence des nucléotides. Et donc on a séquencé ces mêmes lignées. C'est un travail que l'on peut faire maintenant, aujourd'hui, parce qu'on dispose d'outils de séquençage absolument phénoménaux qui permettent de faire ça pour un coût très limité et en un temps record. Donc les mêmes 100 et quelques lignées que l'on a pu épigénotyper, nous les avons séquencées. Et quand on les séquence, on est content de voir que finalement, il y a les événements de transposition un peu partout le long des génomes. Vous avez ici en noir les transposons qui étaient là avant qu'on démarre l'expérience, et en rouge tous les nouveaux événements de transposition qui sont produits. Alors vous allez me dire, oh là, mais il y en a partout maintenant, on a du polymorphisme nucléotidique partout dans notre génome. Sachez que les 95% de ces nouvelles insertions indiquées par ces traits rouges sont en fait
uniques à chacune des épiriles. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas produites dans le parent des DM1, mais elles se sont produites pendant la propagation des épiriles. Donc elles ne rentrent pas en compte dans le calcul que l'on fait de l'héritabilité, de la variation phénotypique que l'on observe entre lignées. Elles peuvent contribuer à la variation phénotypique, bien sûr, et donc héritables a priori, ce sont des mutations, mais ce n'est pas elles qui sont à prendre en compte dans nos fameux 30% ou 40% ou 50% d'héritabilité que l'on a pu mesurer préalablement. Donc oui, il y a de la variation nucléotidique aussi, sans doute responsable d'une partie de la variation phénotypique que l'on a mesurée, mais sa contribution est sans doute mineure, puisque la très très grande majorité des insertions qu'on a pu mesurer dans une soixantaine de lignées jusqu'à présent, la majorité de ces insertions sont spécifiques à une lignée et non pas à un groupe de lignées. Alors maintenant, pour finir, il faudrait quand même faire le lien avec la nature et puis l'environnement. Donc la nature, on y va, il faut absolument qu'on retourne à la nature. Le système que je vous ai décrit est totalement artificiel, établi au laboratoire. Artificiel en même temps, une mutation, même dans le gène des DM1, ça peut tout à fait se produire dans la nature. Hein. Il n'y a pas de raison d'imaginer que ce soit collaboratoire, que des DM1 veulent bien muter. Mais il n'empêche. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller explorer dans la nature les différentes variations épimutationnelles que l'on a pu établir, dont on sait qu'elles sont très stables, et voir si elles peuvent exister de par elles-mêmes dans la nature sans qu'on ait fait ça pour les induire. Et notre surprise et notre bonheur a été de trouver un premier exemple, effectivement, de variation importante d'ordre épigénétique pour un locus qu'on avait identifié dans notre population d'épiriles, qui montre une extrême diversité épigénétique de par le monde. Vous avez ici donc ce fameux gène qui s'appelle QQS, qui est un gène particulier d'ailleurs, qui vient à peine de naître dans le génome d'Arabidopsis. Il n'est pas présent dans aucune des espèces sœurs. On appelle ça un gène de novo, hein, qui a émergé de novo, depuis rien, même pas par duplication, sans doute par des transcriptions intempestives de petits bouts d'orphes. Progressivement, il y a une sélection qui s'est faite et ça a construit un gène. Eh bien, ce gène de novo, qui a toutes les structures dont je vous ai parlé, tous les éléments de structure dont je vous ai parlé, des séquences répétées associées à des petits ARN et autres, eh bien, effectivement, existent dans la nature dans deux états très distincts, soit méthylés et réprimés, soit hypométhylés et actifs. Et vous voyez que la distribution géographique de ces de ces deux allèles est extrêmement diversifiée, suggérant en fait que régulièrement, ce locus passe d'un état à l'autre dans la nature. Alors, par tout un ensemble d'études que je n'ai pas le temps de décrire, on a pu démontrer que, même si sans doute ce locus effectivement est sujet à des changements fréquents d'état épigénétique, on a bien transmission d'un état ou de son alternative pendant plusieurs générations au sein d'une lignée. Donc, ce sont bien des états stables et pas métastables qui fluctueraient d'une génération sur l'autre, et on aurait eu la malchance ici de prélever de manière aléatoire un moment ou un autre de cette fluctuation. Non, non. Vous prenez des individus qui sont verts ici, leur descendance sera verte. Vous prenez des individus qui sont rouges ici, leur descendance sera rouge. Il n'empêche, vous avez ici le premier exemple, sans doute, d'épimutation naturelle chez Arabidopsis jamais décrit. Il s'avère que c'est la première aussi pour laquelle on a pu faire une étude de génétique de population et de montrer qu'elle n'est pas du tout rare, mais qu'elle est bien distribuée à l'échelle du globe. Alors maintenant, pour vraiment finir, il est important aussi qu'on s'intéresse au rôle de l'environnement. Et ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait, sauf à vous dire qu'effectivement, nos épiriles montrent une variation phénotypique héritable, qu'on se mette dans un jardin, en plein champ, pardon, ou en chambre ou en serre. Là, ce qui nous intéresse, c'est des conditions environnementales spécifiques peuvent-elles induire ou non des changements d'ordre, du même ordre que ceux que j'ai pu vous décrire aujourd'hui. Alors ça, c'est très compliqué à faire. Il y a une littérature surabondante en disant « Ah, j'ai fait ça à ma plante, je l'ai regardé d'un peu trop près, j'ai fait boue, et ça y est, elle a changé, elle n'a plus la même forme, et sa descendance n'a plus la même forme, elle a changé. On a démontré une hérédité épigénétique au travers de générations. » Non, on n'a rien fait du tout. On a juste bâclé des expériences pour montrer qu'on a effectivement induit des variations d'ordre épigénétique transmises au travers des générations. Il faut d'abord s'affranchir des effets parentaux, c'est-à-dire pas regarder la descendance immédiate, mais regarder la seconde génération, pour être sûr qu'on est complètement affranchi de tous les effets qui auraient pu influer sur l'épigénome dans la graine, par exemple, en formation. Hein.
Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller en génération 3 et pas simplement s'arrêter à la génération 2. Et ensuite, il faut savoir ce que l'on fait quand on dit qu'on a fait boue, qu'on a fait peur aux plantes ou qu'on a mis un peu trop de sel ou autre. Donc là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de s'associer avec une équipe à l'INRA Versailles pour faire comment appelle-t-on ça? Les chaînes de montage dans les usines. C'est exactement ça. Vous avez une chaîne de montage où ici toutes les pauvres petites plantes vont subir le même chemin tous les 4 heures. Chaque peau va être déplacée par un robot. Et donc là, on peut maintenant faire que chaque plante va subir d'abord le même environnement. Tous les 4 heures, va exactement parcourir l'intégralité de la chambre de culture. Et au bout, vous avez une caméra, vous avez aussi une seringue, une balance, et on peut arroser plus ou moins chacun des pots, et donc faire subir des stress hydriques extrêmement précis à un certain nombre de plantes pour voir comment ces plantes vont réagir elles-mêmes, et ensuite comment leur descendance et leur grande descendance va réagir. Donc voilà le système expérimental que l'on a mis en place pour essayer de mettre en évidence d'abord des changements phénotypiques, transmissibles sur plus qu'une génération. Vous imaginez que si vous arrosez moins les plantes, effectivement, elles vont être moins belles. La question, c'est est-ce que leur descendance va être moins belle aussi, et la descendance de cette tendance va être moins belle. Et mieux, est-ce que si maintenant vous appliquez un stress aux petits-enfants, est-ce que ces plantes vont mieux résister à la sécheresse que les plantes initiales? Si c'est le cas, vous aurez fait 2 choses. Vous aurez d'abord montré effectivement qu'il y avait une transmission épigénétique, parce que c'est une réponse de la population, ce n'est pas une réponse d'un individu, ce n'est pas du tout aléatoire, c'est tout le monde qui va répondre. Donc vous aurez montré que c'est une réponse épigénétique, et qu'en plus cette réponse elle est adaptative, à savoir qu'elle va aider la descendance à mieux se comporter face au stress de l'environnement. Donc ça, ce sont des questions clés qui sont à peine commencées à être abordées et qu'on espère, nous, pouvoir aborder de manière systématique et rigoureuse pour apporter une réponse. Il n'y a pas de réponse à vous donner aujourd'hui sur l'importance ou non, effectivement, de la variation épigénétique dans l'adaptation. Mais il y a plein de raisons, bien sûr, qui nous laissent penser que ça peut être important. Alors, pour finir, je vais juste peut-être résumer les points essentiels de ce que je vous ai présenté, à savoir qu'on a une grande diversité finalement des étapes mutationnelles au travers du génome, associées aux séquences répétées. Il y a des régions qui semblent effectivement être capables d'exister dans 2 états épigénétiques très distincts pendant de grands nombres de générations. La question qui se pose d'ailleurs, c'est comment se fait-il que, quand on regarde maintenant chez les individus sauvages, ces séquences sont le plus souvent méthylées. S'il est aussi facile de leur faire perdre la méthylation en faisant ça et que cette perte de méthylation soit irréversible, comment se fait-il que ces séquences soient si peu polymorphes dans l'état épigénétique? On a trouvé un contre-exemple, c'est le fameux gène QQS, mais il n'empêche, à l'échelle du génome, ça reste quand même très, très problématique d'expliquer ça. J'ai une explication, mais je vous la donnerai dans les discussions si vous êtes intéressés. Alors, ensuite, on voit que cette stabilité variable des étapes mutationnelles est en fait très fortement associée au mécanisme moléculaire même qui va conduire à la méthylation des séquences. Donc ça a un sens. Le seul problème que l'on a maintenant, c'est d'identifier pourquoi certaines régions du génome sont si propices, produisent autant de petits ARN quand d'autres ne le font pas. Alors que vu de loin, et même vu de très près, ces séquences n'ont rien qui les distingue. Elles ont le même contenu en ATGC, elles ont les mêmes longueurs, elles ont le même potentiel codant pour certaines, etc. Néanmoins, certaines séquences ont cette capacité à produire des petits ARN, d'autres pas. Et ça, c'est crucial, puisque dans un cas, on va conduire à une mutation stable, si on perd la méthylation, et dans l'autre cas, on aura une réversion qui prendra 2, 3, 4 ou 5 générations, et on sera donc que transitoirement épimuté. Donc je vous ai aussi montré qu'on a des centaines de locus au sein du génome d'Arabidopsis, qui est un tout petit génome. Donc imaginez maintenant si vous prenez le génome du blé, qui est 40, 50, 60 fois plus grand que le génome d'Arabidopsis ou le génome du maïs, le potentiel d'épimutation que l'on peut avoir, sachant que ces génomes sont truffés de séquences répétées, c'est phénoménal. Je crois que vous avez convaincu, en tout cas j'espère, que ces variations épimutationnelles induites au niveau des séquences répétées peuvent avoir un impact sur les phénotypes, et que cet impact est non négligeable puisqu'il est quantifiable et qu'une partie de celui-ci est transmissible, héritable. Donc la question maintenant, effectivement, c'est ces épimutations, par le fait même qu'elles sont quand même potentiellement réversibles et autres, quel est leur rôle finalement dans l'adaptation, voire dans l'évolution, et ça c'est l'objet d'un prochain séminaire, je crois, la semaine prochaine.
Et enfin, j'ai pu aussi, je pense, vous montrer que les abbés mutations, potentiellement, sont des acteurs majeurs de la variation phénotypique complexe, comme par exemple celle qui est associée à la variation de taille des individus chez l'homme. Et avec ça, je voudrais remercier juste quelques personnes qui ont contribué de manière absolument déterminante à ce travail. Alors, Mathilde Etcheverry sur l'aspect éléments transposables et leur mobilisation dans les épiriles. Amanda Silveira qui a isolé le fameux gène QQS et qui a conduit un ensemble d'études moléculaires de génétique des populations pour montrer qu'on avait bien affaire à une épimutation et à un locus hautement épimutable. Et enfin, Sandra Cortijo, Alexis Sarrazin et Philippe Teixeira qui ont chacun contribué à établir cette différence de stabilité épimutationnelle entre régions ciblées par les petits ARN et régions pas ou peu ciblées par ces petits ARN. Merci.